et merci beaucoup de votre présence. Nous recevons après une journée et demie plutôt historique et riche en érudition sur le passé de l'école et de l'enseignement des arts appliqués dans le monde et à Roubaix en particulier. Nous passons à une après-midi un petit peu plus festive avec des personnes qui ont grandement marqué l'histoire de l'ESAT. Jeanne Lacascade à ma gauche, qui fut proviseur historique de cette école de 1986 à 1998. 12 ans, voilà. Et bien des gens s'en souviennent. Il y a des professeurs ici. Il y a ici des professeurs, il y a aussi des anciens élèves et étudiants. Voilà. Mais c'est mieux comme ça, n'est-ce pas? On est là pour ça, pour commémorer. Et puis Aurore Janon, immédiatement à ma gauche, professeure d'art appliqué, qui a elle aussi marqué grandement l'histoire de l'école. Aurore, donc, alors d'abord à l'ANCET, à partir de 1970 et jusqu'au tout début des années 2000, 2001. C'était un peu ce que je voulais dire par le tout début des années 2000. Je vois qu'on se comprend. Et alors, on va commencer tout de suite parce que moi je ne veux pas prendre trop de place et puis vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur finalement l'esprit dans lequel l'ESAT est devenu l'ESAT, puisque c'est ça finalement, on a eu un début où on a vu quand même toute cette préhistoire de l'école sous d'autres noms, mais c'est sous votre règne à vous qu'elle est devenue l'ESAT. Ça n'était pas un règne. Hein. Non. Alors allez-y. C'était pas un règne. Je suis contente d'être parmi vous. Parce que j'ai coutume de dire, et je le sens, je suis toujours orpheline de l'ESAT. Voilà. Donc, j'ai eu le privilège, en 1986, de pouvoir choisir le poste de proviseur que je voulais. Et j'ai choisi le LTE-TAA, malgré ses bâtiments vétustes, malgré son terme bégayant, LTE-TAA, et pas de logement de fonction. Ça n'est pas sans problème. Moi, j'étais logée dans le poste précédent. Voilà. Donc, je n'ai jamais regretté ce choix. Donc, on va suivre maintenant, si vous voulez bien, de 1973. Je n'y étais pas, mais en 1973, Aurore y était, d'autres professeurs peut-être dans la salle y étaient, et ça a commencé là, dans ces vieux bâtiments. Et je dois dire que c'est là qu'il y a eu des professeurs courageux, passionnés, qui voulaient absolument arriver à maintenir les sections d'art appliqué à Roubaix, et qui pour ça, eh bien, se sont battus, non pas à négliger d'utiliser, par exemple, l'insolence, la désobéissance civile, et quelquefois... Ce sont des exemples au hasard. Oui, et marcher dans la rue. Donc, on a pensé... Oui, d'ailleurs, ils étaient convaincus qu'ils se battaient pour une cause juste. Et quand c'est comme ça, on a plein d'ardeur et de courage. Donc, des enseignants engagés, ça existe. Et qui résistent. Et qui savent manifester. Donc, transmettre... Et des proviseurs aussi. Ah oui, oui, tant qu'on est choisi parmi du personnel enseignant, tant qu'on ne nous oblige pas à choisir nous-mêmes nos profs pour devenir des PDG d'école, alors ça, c'est ma bataille. Bon, donc transmettre leur histoire peut peut-être vous intéresser, et peut-être pour ceux qui se découragent ou qui ne savent plus comment agir pour le bien de leur outil de travail et des élèves. Donc, voilà, en 1973, eh bien, on est arrivé à avoir un lycée technique des arts appliqués et du textile sans locaux. C'est-à-dire, n'ayant pas de local, il fallait mettre ces sections à Vandermeersch à Roubaix. C'était sans compter les professeurs qui n'ont pas du tout accepté et qui ont fait une grande marche dans Roubaix pour manifester. Ça a marché. On a mis fin à cette décision. Et à cette époque, un Charles de Brabander, chef de travaux depuis toujours à l'ANCET, déjà à l'ANCET, eh bien, a forcé les verrous et les chaînes d'une vieille école, Notre-Dame, vieille école de couture, Notre-Dame, et a trouvé bien sûr des locaux vides. Et à partir de là, on a pu installer les sections à l'école Notre-Dame. Alors, c'est peut-être une légende, mais quelquefois,
moi, je préfère les légendes à la réalité, comme dans le western, l'homme qui tua Liberty Valance. Bon, donc, on a obtenu des locaux, mais difficile d'obtenir la création d'un poste de proviseur. Et si certains s'en souviennent, il y a eu un proviseur sur 2 lycées pendant quelques années. C'était Monsieur Lebon, peut-être. Hein, voilà. Donc, on a fini par avoir un poste de proviseur. Je ne sais pas si avant moi, il y en avait un déjà. Malgré de nombreuses interventions sur l'insécurité de ce bâtiment, faites par mes prédécesseurs, il n'y a eu aucune avancée et aucun aménagement. Donc, quand je suis arrivée, j'ai décidé d'agir à ma façon. Donc, j'ai alerté la presse avec photo à l'appui. Donc, ça fait un peu de bruit, sans résultat, ce qui m'a valu une sacrée réprimande de la hiérarchie. Hiérarchie dont je ne comprends toujours pas les réactions, que ce soit dans ma vie de professeur, j'ai été professeur, et dans ma vie de chef d'établissement. On ne s'y attend toujours pas, finalement. Malgré donc ces bâtiments très mal adaptés, et sans salle de prof, hein, je crois, vous n'aviez pas de salle de prof, Aurore. C'était partout la salle de prof. Pas de foyer pour les élèves. Eh bien, Aurore me disait, et d'autres professeurs que j'ai contactés avant aujourd'hui me disaient, ça a été la période la plus enthousiasmante, la plus créative. Alors, pourquoi créative ? Eh bien, parce qu'il fallait faire connaître cette école, minable dans ces locaux. Il fallait assurer l'identité de cette école, qu'elle devienne une école. Pas encore à l'égal des écoles parisiennes, mais quand même une école. Et ça a été possible grâce à la participation de tout le personnel. Et vous savez qu'un chef d'établissement, même s'il a des envies, etc., ne peut rien faire sans une équipe soudée autour d'elle, d'agents de service, de professeurs, de parents d'élèves, quelquefois, et on verra d'élus aussi. Donc, cette visibilité, on l'a obtenue en faisant des spectacles, en donnant la possibilité aux élèves de faire des spectacles. Des spectacles qui, à l'instigation d'élèves et de profs, ça avait le mérite de relier les sections textiles à l'art appliqué, parce que les sections y participaient, de même l'inauguration. Je crois que l'inauguration, le grand tissage, j'ai appris que ça n'a pas été fait par des profs textiles. Eh ben, Agnès me dit que ça a été fait par l'expression visuelle. On se demande. Hein. En tout cas, moi j'ai toujours pensé que c'était les profs textiles. Voilà. Donc, des spectacles. Et par exemple, on a fait les bannières des transculturels à Roubaix, à la fois pour mélanger textile art appliqué et pour se rendre visible dans la vie culturelle de Roubaix. De ces spectacles, on se souvient de Justine, ouais, ou Les Infortunes de la Vertu, dont se souvient ici Pascal Torion, et d'autres certainement. C'était sur l'escalier d'honneur de la mairie de Roubaix. Un défilé de mode. Alors, ce défilé de mode était assez... je regarde si on en a une. Il y en a une image peut-être. Alors, ça, c'est la révolutionnaire donc folle. Bon. Je n'en ai pas d'image de Justine. Ah, ok. Alors, Justine, je n'en ai pas. Je ne vous interromps pas plus. Mais j'ai noté qu'il y a eu la mariée qui descendait l'escalier d'honneur, et je crois qu'une mariée n'avait jamais descendu cet escalier en string, en dentelle, et tout en bas de l'escalier. Il faut rester prudent, ça a pu arriver auparavant. Ça a pu arriver. Ça se serait moins remarqué en tout cas. Ah bon. Et en bas de l'escalier, il y avait les VIP, l'inspecteur d'académie, Monsieur Diligent, maire de la ville. Bon, ça a été une belle provocation artistique. On s'en souviendra. Il y a eu Alice aussi, à partir d'Alice au Pays des Merveilles, et c'était dans le patio de l'Ancette, justement pour relier les élèves, les ingénieurs de l'Ancette et les élèves de notre établissement. Enfin, il y a eu Révolutionnaire donc folle. Vous pouvez le projeter. Alors, Révolutionnaire donc folle, pourquoi ? D'abord, c'était un PAE, un projet d'action éducative. Et c'était en 1989. Donc, bicentenaire de la Révolution. C'était pour le bicentenaire. Mais pour moi, et je pense pour tous ceux qui ont participé à l'écriture, à la musique, Pascal Torion est là. Qu'est-ce qui a participé des gens qui étaient là, qui sont là, à part Pascal ? Redonne-moi ton nom. Monsieur Denelin. Denelin.
Jean-Pierre Denève. Jean-Pierre Denève, voilà. Donc, ils ont participé à la fois pour l'image, à la fois pour la musique. Marie-Pierre Vinuella, qui n'est pas là, a écrit le texte, que j'ai là quelque part. Et nous, en fait, on voulait redonner toute la place aux femmes, femmes qui, à l'époque, que des célèbres scientifiques comme Esquirol ou Taine appelaient folles. Esquirol disait, Théroigne de Méricourt, eh bien, elle est l'objet, enfin, elle est, je vais vous citer exactement, elle est en fait, elle est l'excès de la furie populaire, celle qu'on appelle femelle. Je dois dire que heureusement les temps ont changé et qu'Alain Badiou dit maintenant, pour faire une révolution, il faut d'abord une place, puis il faut des hommes de tous les genres, de toutes les couleurs, et puis quand arrivent les femmes, là, la révolution arrive. Donc, cet effet Sallois-Tremé, et ça a eu un grand succès, il y a un DVD que j'ai donné à numériser, j'aimerais bien que à l'ESAT, on puisse ou faire une soirée révolutionnaire donc folle. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont travaillé à ça, qui ne sont pas encore morts, puisque moi j'ai quitté l'établissement il y a 22 ans, donc qui sont encore là, qui seraient ravis de revoir une projection. Il y a eu aussi Acte Mur que vous voyez là, une performance. Acte Mur, pourquoi ? Je crois, Gilles, que c'était presque terminé à ce moment-là. C'était pas la pose de la première pierre, c'était presque terminé. Et on a voulu, pour donner de la visibilité à ce que serait l'école après, des professeurs et des élèves, tendre sur la palissade de chantier un papier qui simulait une tapisserie en briques, à la fois pourquoi ? Parce que c'était une performance, comme le dit Agnès, je pense, qui est normale dans une école d'art, qui veut à la fois dire une performance qui s'occupe plus de l'idée que de la forme, qui veut provoquer, et provoquer pour dire aux habitants, tiens, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer là ? Il y aura une école. Voilà. Il y a quelque chose qui a raté d'ailleurs dans cet acte mur. Vous aviez pensé, vous qui aviez travaillé là-dessus, qu'il y aurait des graffitis ou des explications. Je crois qu'il n'y en a pas eu. En fait, on a pensé que tout le monde allait dire qu'est-ce que c'est, mais personne n'a écrit. C'était encore l'époque, peut-être, 1989. Donc, il faut retenir, à mon avis, que pour avoir une visibilité et une identité, il faut sortir des murs. Donc en 89, là, on est au moment où le nouveau bâtiment de Gilles Neveu, ici présent, va être inauguré instamment, c'est ça. Et ce travail sur ce travail acte mur, en fait, recouvre la palissade du chantier, c'est ça, si j'ai bien compris. Pardon ? L'entrée de la cour, en fait. Voilà. D'accord. Et c'est un travail là aussi de toute l'école, Jeanne ? Oui. Parce que nous, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, peut-être avec envie, c'est des... Ah, c'est plus difficile. Oh bah, ils vont peut-être y arriver. Ce qu'on entend avec envie, c'est qu'il y a des projets où toute l'école collabore sur un même projet. Voilà. 150 élèves habillés de blanc, avec, vous voyez, une lettre, ESAT. On était ESAT derrière elle, et des élèves, garçons-filles, et il y a eu un coup de trompe. Et au coup de trompe, ils se sont mis à dérouler des rouleaux de papier. Et en quelques minutes, la palissade a été recouverte. C'était dire aussi que c'était un clin d'œil à Roubaix, qui n'avait que des bâtiments de briques, Gilles. Voilà, c'était un beau clin d'œil. Voilà pour la façon de se montrer et d'exister et d'acquérir une identité. Une des façons. Il y avait la façon très importante qui incombait aux professeurs et par exemple à Aurore Janon, qui était de tisser des liens avec la profession. Alors, à vous la parole, Aurore. Si c'est vert, ça marche. Bon, en fait, c'est assez court, parce que moi, je vais surtout parler... Ça va, là? On entend? C'est parfait. Je vais surtout parler de la section où je travaillais, pas forcément de toutes les sections, mais ce que je peux dire quand même, c'est que l'opinion générale des professeurs de cette école était de mettre au moins autant que possible les élèves en contact avec la réalité professionnelle à l'extérieur. Et c'était valable dans toutes les sections. En ce qui me concerne, moi j'étais responsable du BTS de création textile
Et dans le projet pédagogique de cette section, quand j'ai été reçu d'abord par concours à l'école d'ingénieurs, puis ensuite je suis passé à l'ESAT en tant que PTA dans SAM. C'était une catégorie où j'étais appliqué à l'éducation nationale, mais je n'en étais pas pour autant dans les mêmes conditions. Et mon projet pédagogique était de mettre donc les étudiants en contact avec la vie professionnelle. Et nous avons très vite essayé de les mettre en contact en faisant venir les industriels dans l'école. C'était encore un moment où on pouvait le faire en 1973 parce que le tissu industriel de Roubaix et de la métropole était encore possible, bien qu'il commençait déjà à avoir un déclin, c'est certain. Et la première chose que nous avons faite, c'est que nous avons été à l'origine du salon Indigo. Nous avons fait une exposition d'élèves dans l'atrium de l'ESAT, avec des petites tables et leurs cartons à dessin. Et nous avons invité des industriels. Nous avons envoyé une 50aine d'invitations et je crois que nous avons eu 6 personnes. Donc c'était un début. Ensuite, nous avons eu de la chance parce que je travaillais un petit peu avec la chambre de commerce de l'île Roubaix-Tourcoing et le centre art industrie où Madame Delannoy était directrice nous a proposé l'année suivante de faire notre exposition dans les locaux de la chambre de commerce de Tourcoing. Et là, nous avons eu plus de visiteurs industriels parce qu'il y avait les adhérents de la chambre de commerce. La 3e année, nous l'avons fait dans les locaux du Mercure, toujours avec l'aide de la chambre de commerce de l'île Roubaix-Tourcoing, où nous avons eu quand même beaucoup plus de visiteurs et beaucoup plus de contacts, parce que les industriels se sont aperçus que dans cette section à l'ESAT, il y avait des étudiants qui produisaient des créations, des produits qui n'étaient pas seulement des produits dessinés, mais qui étaient aussi des produits matières, puisqu'il y avait des cours de tissage, d'impression, de maille également. Et la chambre de commerce de l'île Roubaix-Tourcoing a pris les choses en main en nous disant qu'elle allait prendre le projet et l'élargir à la profession. Donc à ce moment-là a été créé le salon Indigo. Nous avons participé d'ailleurs à la recherche de son nom. Et le salon Indigo est devenu une institution régionale, ça se passait à Lille. Et pendant une grande période, jusqu'à ce que le salon Indigo devienne affilié à Première Vision et s'expatrie à Paris, nous avons eu le bonheur d'avoir un stand gratuit chaque année où les élèves exposaient et vendaient leurs dessins, car nous avions créé une association qui permettait de facturer les dessins pour les élèves. C'est aussi à ce moment-là que nous avons eu des missions avec les entreprises régionales. Une de nos missions qui est restée chère à ceux qui y ont participé, c'est celle avec les entreprises Le Sage qui faisaient des tapis créatifs. D'ailleurs, M. Le Sage est là. Et nous avons eu avec lui vraiment des participations extrêmement intéressantes. L'entreprise était très généreuse. Et il venait choisir des dessins de nos élèves, il les réalisait, il les exposait. Les élèves étaient rétribués. Nous avons eu aussi, grâce à eux, des expositions dans les lieux professionnels à Paris, enfin quantité de choses. C'était celle qui était la mission la plus créative, mais nous en avons eu d'autres avec les tisseurs, avec les filateurs, avec les maisons de vente par correspondance. Ça ne permettait pas à nos élèves d'être totalement, informés en arrivant sur le marché. Mais ça leur permettait, à la sortie du BTS, d'avoir une idée de ce qu'était la profession et ensuite de s'y former. Car dans ces années-là, les années 70-80, jusqu'au début des années 90, quand une section de BTS avait obtenu son diplôme, en général, il y avait les 2/3 des élèves qui travaillaient, qui trouvaient un travail, et un tiers qui poursuivait des études. Ensuite, la situation s'est inversée à cause du contexte économique et social. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Oui, voilà. Oui, le salon Indigo a très souvent décerné des prix à nos élèves en leur attribuant un stand personnel individuel l'année d'après. Le musée aussi, le musée d'art et d'industrie textile, dans le temps de la préfiguration du musée, choisissait chaque année dans la section un étudiant
dont ils exposaient le dossier et ils lui achetaient un dessin. Voilà. C'était des exemples de ce que nous faisions, mais notre objectif était réellement de mettre les étudiants en contact avec la vie. Voilà. Oui, je dois Merci, dire Aurore. que les professeurs étaient connus sur la place publique dans les différentes sections et surtout Aurore. Et je pense que ça, c'était un grand facteur de reconnaissance aussi. On a dit, tiens, cette école, voilà, et lui donnait de la valeur. Donc, entre 73 et 86 et 89, quand le bâtiment s'est construit, les professeurs avaient déjà préparé l'identité de l'établissement et ils avaient défini un objectif qu'ils voulaient absolument atteindre, et ils ne voulaient pas en démordre, une construction nouvelle, avec des équipements adaptés à un enseignement qu'ils voulaient de qualité, où l'espace, ça c'est l'architecture, répondrait aux disciplines enseignées et dont l'image renforcerait l'identité. C'était ça l'objectif des professeurs. Donc en 1989, il se terminait presque le bâtiment, destiné seulement à l'enseignement général et à l'enseignement en art appliqué. La première année, les textiles, donc, ne sont pas rentrés, sauf l'enseignement général, ne sont pas rentrés au lycée. Ils sont restés à l'ANSET. Et d'ailleurs, je crois qu'ils y sont restés 30 ans. Et nous avons eu la même, pour indiquer, nous avons eu la même attendante pendant 12 ans, l'ANSET et nous, Madame Schrive, qui nous a bien rendu service. Donc, il avait fallu se battre pour obtenir la construction, et nous n'avons pas été seuls. Nous, quand je dis nous, c'est les enseignants, les élèves et tout le personnel enseignant, parce que nous avons été aidés. Alors, vous me direz si je me trompe, Aurore, par les syndicats du textile, oui ou non? Oui, aussi, les syndicats du textile nous ont appuyés quand même dans la démarche. Oui, bon, parce qu'ils voulaient du textile, hein, voilà. Et nous avons été appuyés par des élus. Alors, je ne reprendrai pas ceux de la région, plus personne ne s'en souvient, mais bien entendu par les maires de la ville de Roubaix, donc André Diligent et René Vandierendonck. Entre parenthèses, André Vandierendonck a été... non pas André, voilà. Vandierendonck avait été mon élève en 6e. Imaginez-vous. Je le retrouve là, en arrivant proviseur de ce lycée. Il me dit, mais vous me reconnaissez? Je dis oui, parce qu'on dit toujours oui quand un élève vous dit, vous me reconnaissez, madame? Oui. Et je ne pouvais pas m'imaginer que c'était ce petit élève joufflu qui était devenu cet homme bien rebondi et qui aurait une carrière politique. Donc, peu importe en fait. Comme les coups de semonce que nous avons pu endurer, quand la lutte et les moyens sont justes, mais il est vrai que dans cette lutte, l'école a été tout à fait combattante et elle a utilisé son savoir-faire. Aussi, je peux dire que certains coups médiatiques ont pris nos partenaires à revers. Donc, à la réflexion, parce que j'avais toujours envie de mettre une réflexion dans ce texte, je dirais à la réflexion qu'on ne peut pas parler il faudrait plutôt dire non pas de l'insubordination, mais parler plutôt de désubordination. Hein, pas comme ça, on lâche un peu le poids qui est sur nous. En 1992, l'inauguration est officielle, mais il fallait donner un nom à cette école. Et là, ça n'a pas été facile, parce que la mairie souhaitait le nom de Maurice Hanard, qui était un grand-parent du textile et plus patron du textile, et puis des syndicats. Et des syndicats. Bon, j'avais fait la même chose dans le collège où j'étais avant principal. On m'avait donné des noms, je n'avais pas voulu les prendre. J'avais choisi finalement Rimbaud. Bon, et ça a pu faire Rimbaud. Et là, les professeurs étaient vent debout, et en particulier, il y en a qu'un que je vais citer, c'est Pierre Le Gonidec. Pierre Le Gonidec, vent debout, voulait absolument appeler cette école ESAT. Alors, il a bien fait, parce que tel un savant qui lance des hypothèses, eh bien, l'ESAT, qu'on a utilisé illégalement, eh bien, nous a été imposé après par le ministère quand nous avons obtenu le DSA. Voilà, donc on a pu s'appeler l'ESAT. Nous avons donc eu, pendant toute cette période, et c'est Gilles qui en parlera, le plaisir de suivre des réunions de chantier et de pouvoir donner des idées qu'avaient les professeurs.
En construction, je ne sais pas. En tout cas, en architecture intérieure, je crois qu'il avait une palette de peinture que lui avaient proposé les professeurs. Je crois qu'il y en avait 300, Gilles. Au moins 300 peintures pour les couloirs, pour les salles, etc. Pour les carrelages. Enfin, moi, je sais que nous avions à l'administration des portes dorées. C'est ce qu'on faisait comme idée de l'administration. Oui. Les toilettes, c'était rose. C'est la chair. Après, le reste, bon, Gilles a pu travailler là-dedans et sans trop avec beaucoup de difficultés, mais s'en est très bien sorti. Donc, il fallait que l'inauguration, qu'on va voir, l'inauguration avec le tissage, il fallait qu'elle soit très bonne, parce que à la fois, ça nous disait, ça c'est pas l'inauguration, ça c'est le révolutionnaire. J'aime bien le révolutionnaire, mais voilà, l'inauguration. Et il fallait que ce soit à la hauteur du travail qui avait été fait par toute l'équipe, par les élus et par la qualité de l'enseignement des professeurs. Il fallait que ça résonne, cette inauguration. Alors, je vais vous lire l'article de La Voix du Nord à cette époque. La Voix du Nord disait « Sous la férule de leur maître, les élèves ont réalisé la plus étonnante des inaugurations qu'un établissement puisse rêver. Dans le vaste hall d'accueil qui fait penser à l'entrée d'un temple égyptien, le traditionnel ruban tricolore a été remplacé par une grande pièce tissée tricolore, une allure folle. Les délégués de classe aux vêtements noirs constellés de petites taches de couleur montaient la garde. » C'était vraiment une très belle inauguration. À la suite, dans cette inauguration, André Diligent, le maire, nous a dit « Ce très bel établissement participe au renouveau de Roubaix. Je souhaite qu'il soit reconnu à la fois au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. » Vous voyez la pression qui nous mettait dessus. Hein, bon. On verra si on y arrive. C'est en 94-95 que les ateliers textiles se créent avec la demi-pension. Là encore, il faut parler des professeurs textiles qui avaient travaillé 20 ans à vouloir avoir des ateliers, qui avaient été voir des entreprises, les techniciens étaient voir des entreprises, choisir le matériel et le mieux adapté à leur section, et qui, après, avaient dû les modifier, parce que c'était quelquefois des machines qui venaient d'occasion ou qui avaient été transférées. Donc il fallait les mettre en place. Et ça sera terminé en 97. Un journal textile, en 95, très bien informé, vous verrez pourquoi, écrivait « Inventer ou disparaître » pour le textile, en 95. C'était particulièrement vrai pour l'école. Les bâtiments superbes de Gilles Neveu étaient faits. Il avait terminé son travail. Il restait donc au personnel et aux élèves de faire vivre cette école. Alors, j'insisterai beaucoup, quant à moi, parce que, en fait, je ne suis plus prof, je suis chef d'établissement, au projet d'établissement. C'est le projet d'établissement qui pourra fixer les objectifs de l'école. Et ce projet d'établissement est conçu avec l'ensemble du personnel et revu régulièrement, parce que quelquefois ça ne marche plus. On se dit non, on s'est trompé, ça ne marche pas. Bon. Les effectifs avaient grandi. Quand je suis arrivée, je crois, en 86, c'était 250 élèves, je ne me trompe pas. Et là, on est arrivé à 300 élèves, 300 étudiants, 80 profs et 15 intervenants. Les formations avaient également été abondées. Il y avait donc le bac technologique art appliqué, bac technologique STI, BT dessinateur maquettiste, option art graphique et dessin animé, et les formations supérieures, MANA, BTS architecture intérieure, art textile et impression, communication visuelle avec expression visuelle, espace de communication, productique textile. Pourquoi j'ai mis productique textile ? Je sais pas. Aucune idée, mais en fait, on avait quand même une productique textile. Ouais. Hein, oui. Et enfin, à la fin, le DSAA
art textile, c'est donc le BTS art textile qui a eu vraiment le premier. C'était un DSA de concepteur. De concepteur textile. Créateur textile. Oui. Concepteur textile. Il y a voilà. juste une chose qu'il faudrait peut-être ajouter, Oui. parce que je pense que c'était important pour toutes les sections, c'est que quand le BTS a été créé dans le cadre de l'éducation nationale, nous avons été en rapport avec toutes les écoles d'art appliqué de France, avec celle de Lyon, celle de Paris, donc l'école du Perret et Olivier de Serres. Voilà. Ce qui faisait, enfin, je parle de la création Ouais. textile, mais c'était pareil pour nos collègues des autres sections qui se retrouvaient dans des écoles nationales. Donc on peut tout à fait là voir que nous étions considérés de même niveau, puisque nous échangions les sujets d'examen, nous nous réunissions pour les jurys. Tout à fait. Et on les recevait. On recevait les professeurs des écoles d'art. Et vous alliez dans les écoles d'art. Et c'était pour toutes les sections. Pour toutes les sections. Et là, ça a vraiment été, nous qui espérions nous hisser au niveau des écoles d'art parisiennes et nationales, vous vous rendez compte d'où on était parti. Hein, vous voyez d'où on était parti. Donc, pour moi, il y a eu tout ça dans le projet d'établissement, dans la volonté des enseignants, mais pour moi, il fallait suivre une communauté scolaire. Et faire vivre une communauté scolaire, c'est pas facile. Je vais reprendre mes notes parce que voilà. Donc, il faut une communauté scolaire soudée où chacun a sa part, où chacun contribue à la bonne marche de l'établissement, mais aussi à l'éducation des élèves et des étudiants. Qui dira l'importance du concierge et de l'équipe d'agents qui contribuent à la qualité de la vie quotidienne. Notre équipe d'agents, avec un cuisinier super, dans les autres établissements de Paris disaient on va à l'ESAT, on mangera bien. Il avait même des vins, des crus. Moi, j'ai appris dans ces repas à avoir de bons vins. Voilà. Mais c'était excellent pour les élèves d'abord. Hein, voilà. Mais les écoles parisiennes étaient assez aimaient bien venir chez nous. J'ai gardé des relations avec des professeurs qui venaient d'Alsace, je crois, et qui disaient « Oh, Jeanne, qu'est-ce qu'on aimait bien venir chez vous ?» Voilà. Puis il devait y avoir quelques petits ateliers, quelques petits ateliers à côté des sections où les professeurs étaient également très sociaux et recevaient bien leurs collègues. Et les industriels. Ah oui, je les oublie, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il fallait que toutes ces personnes-là soient persuadées qu'il fallait que les élèves soient bien, que les professeurs soient bien, et qu'il fallait tous y travailler. Ensuite, il fallait une disponibilité. Alors, la disponibilité, certes, des professeurs, les professeurs sont disponibles, mais la disponibilité du personnel non enseignant, c'est-à-dire le chef d'établissement, la conseillère principale d'éducation, qui est le nerf de la vie scolaire, l'infirmière, absolument, les surveillants. On a commencé avec un surveillant, nous, au départ. On n'avait qu'un surveillant. Et c'est par là que se gagne petit à petit la confiance des élèves. C'est-à-dire, c'est à la fois par cet accueil, on ne va pas dans tel bureau uniquement pour se faire matraquer, on va dans le bureau pour demander, pour expliquer, dans les conseils de classe, où la parole doit être libre. À la fois celle des profs et à la fois celle des élèves. Aussi sur les carnets de correspondance. Ça, j'y tenais beaucoup, que je dis ça et j'espère que je ne vexerai personne, cet élève il peut peu, hein, ou est arrivé au bout de ce qu'il peut faire. J'ai connu ça quand j'étais à la fois principale, et là, je crois qu'à l'ESAT, on a absolument eu des appréciations plus qualifiantes que quantifiantes. Mais ils peuvent tous beaucoup, donc on n'a pas besoin de dire ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'était très important. Il fallait aussi des règles de vie claires. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais à la fois qu'il y ait du sens. Enlever du règlement intérieur tout ce qui ne fait pas sens. Et surtout, qu'il soit clair. Hein, clair et qu'il y ait du sens, sans accès d'autoritarisme. Ce qui ne veut pas dire le laisser aller. Voilà. Donc, je pense que, par exemple, arrivé dans le nouveau bâtiment, eh bien, on n'a pas eu à se barder d'armes quelconques. Les élèves ont très vite respecté la propreté parce qu'on respecte mieux un bâtiment tout neuf et tout propre. Hein.
Ça, c'est évident, ça se sait. Oui, mais même dans l'ancien bâtiment, je pense Ah, qu'on n'a jamais eu de dégradation non, parce jamais. que on travaillait tous ensemble et ça ne s'est jamais produit. Non, ça ne s'est jamais produit. Ça se produit assez peu. Du reste, dans le nouveau bâtiment, bien qu'il ne soit plus tout neuf, Oui. il est tout à fait respecté Bah, il est beau, par hein, l'ensemble voilà. de ses usagers. Je Ouais, trouve je que crois c'est à c'est sûr. signaler. Alors, il faut aussi une communauté éducative attentive, c'est-à-dire attentive qui puisse voir, apercevoir les fêlures de tel ou tel élève, de tel ou tel étudiant. Et ça, je dois dire qu'autant les professeurs, autant les surveillants, autant les agents pouvaient dire ah madame, il y a quelque chose, un tel ne va pas bien, etc. Donc bien repérer tout ça pour ne pas passer à côté d'un élève en détresse. Mais c'était aussi il fallait aussi que ce soit une communauté ouverte sur le monde social. Parce que, à la fois dans ces événements agréables, mais aussi dans les événements les plus sordides. Je parle de la drogue. Nous, il y avait le sida, il y avait la drogue qui commençait à rentrer. Il y avait, après, maintenant, il y a le harcèlement. Je précise d'ailleurs qu'il y a une académie où ils sont obligés de mettre des médiateurs à la porte des lycées, des médiateurs, pour éviter les prises de boules. Voilà. Donc, il fallait... et pour ça, quel est le meilleur lieu que l'école? Et je dois dire que la classe. Parce que c'est dans la classe où un professeur peut, à partir d'un événement, si les élèves en ont le souhait, l'évoquer, et l'évoquer objectivement dans le respect. Parlons de Paty à ce propos-là, dans le respect des croyances et des convictions de chacun. Et je crois que c'est important parce que là, il y a une confrontation plurielle, alors que tous ces événements ont des informations tellement contradictoires qu'il est difficile à un jeune élève de seconde, et peut-être à un étudiant, qui est peut-être, de se faire une information et se faire une opinion. Donc la classe doit être l'endroit où on débat, absolument. C'est peut-être plus facile en enseignement général, mais je ne crois pas que ça peut être partout. Donc, faire vivre une communauté scolaire implique que tout le personnel partage la même conviction, à savoir que de l'harmonie de celle-ci dépend le travail, l'apprentissage, la qualité d'apprentissage des élèves, et peut également effacer les inégalités sociales, etc. J'ai presque terminé. Ça va ? Bon. Oui, c'est parfait. Oui. Pour l'enseignement, nous avons aussi favorisé le travail en équipe. Je dois dire que je n'ai pas eu besoin de donner l'élan, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élan était pris par les professeurs, je n'ai eu qu'à le suivre. Mais comme l'établissement avait des salles plus dispersées, les équipes se sont faites, et aussi par tous les projets dont je vous ai parlé, des projets de manifestation de l'école. Que l'école se manifeste, ça s'est fait facilement. Et enfin, mais ça vous en êtes persuadés, je pense, faire de la culture et de l'art l'outil absolument fondamental de la formation à la fois de l'élève pour en faire un citoyen objectif, libre et responsable, mais également pour sa culture. Et même, je dois dire que je crois que je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours pensé que s'il fallait faire du soutien dans un établissement scolaire, le soutien en culture, vous savez, les cours de soutien, plutôt que de faire du soutien en français, en machin, en truc, faire un soutien en culture. D'autant que vous en aurez besoin, les élèves en auront besoin toute leur vie. Et d'ailleurs, on remarque, et ça c'est des études scientifiques qui le remarquent, dans un établissement scolaire où l'art et la culture sont choyés, j'allais dire mis en avant, il y a beaucoup moins de violence. C'est intéressant. Au collège, nous, on faisait du théâtre. Mes élèves au collège Rimbaud, c'était le théâtre. C'était des expositions de peintres. C'était des choses comme celle-là. Donc, pour parler de culture et d'art, il y a eu des visites d'exposition, des voyages culturels, un partenariat extraordinaire avec le musée d'art et industrie, où nos élèves pouvaient aller porter leur dossier. Et ça a été une ouverture. Et montrer aussi aux élèves qu'on peut franchir le seuil d'un musée. Celui-là est vraiment, et l'est encore. Je pense que M. Gaudichon, de ce côté-là, a été remarquable. Donc, retenir culture et art, quel que soit l'établissement scolaire, parce que ça permet aussi de gommer les inégalités. Donc,
L'élan qui a conduit des hommes et des femmes à s'engager pour la réalisation de l'école n'a pas faibli au cours des années. Autant ont également les conseillers, les élus et les enseignants, mais aussi Gilles Neveu. Gilles Neveu qui répondait le 3 janvier 2003, ou je ne sais plus, à la question d'un journaliste de La Voix du Nord, quelle est la réalisation à laquelle vous êtes le plus attaché? Alors il a dit, oh, il y en a plein bien sûr, mais quand même les SAT, le lycée textile, il s'inscrit dans une dynamique volontariste de faire bouger les choses, et à un moment où Roubaix était touché par la crise. Et faire un lycée pour le textile et les arts appliqués, rien que par la volonté programmatique, c'était le signe qu'il ne fallait pas lâcher. C'est notre histoire, et cela a marché. C'est pour les mêmes raisons, et avec la même détermination, que les enseignants se sont battus et ont refusé que la logique comptable et la notion de rendement prennent le pas sur la pédagogie et les inégalités sociales. Alors, à retenir donc l'engagement de professeurs et d'un personnel qui s'est senti libre dès que ça faisait avancer en qualité leur enseignement et l'apprentissage des élèves. Le chantier est plus que jamais ouvert. Je pense, madame, qu'il n'y a toujours pas d'internat. Et je pense aussi qu'il y a toute la relation à faire entre les arts appliqués et le textile, et qui doivent être en route. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, le chantier est ouvert, mais figurez-vous que le 11 novembre, jour extraordinaire, j'avais pas Le Monde, mais j'avais Google, et je regarde Le Monde, et qu'est-ce que je lis dans Le Monde? Eh bien, bonne nouvelle, une volonté, une dynamique volontariste arrive timidement, mais elle est déjà mise dans le journal comme sous le titre « La seconde vie de Roubaix ». Alors malheureusement, ça n'est pas l'ESAT, la seconde vie de Roubaix. Cité, dit le journaliste dans Le Monde, cité du textile local et durable, à l'heure dite du Made in France, la ville roubaisienne, comment dirais-je, a plein de fouilles, j'enlève mes lunettes, parce que je crois que j'ai de la buée. À l'heure actuelle, donc, la cité du textile, alors voilà, la ville nordiste, forte de son passé textile, foisonne d'initiatives pour devenir une référence en matière de mode éco-responsable et innovante. Vous savez où? Au bar des Trois Tricoteurs, où on peut boire une bière. Au bar des Trois Tricoteurs. Au bar des Trois Tricoteurs, près du musée de la piscine, comptez 5 minutes pour avoir tricoté sous vos yeux une paire de soquettes en coton bio d'Égypte, filée en Italie, laine mérinos et polyamide recyclé d'Espagne. C'est un début. L'école est une institution fragile. Elle est particulièrement atteinte par les crises de la société, qu'elles soient politiques, économiques ou médicales, comme les établissements vivent en ce moment cette épidémie. Mais il se trouve toujours des hommes et des femmes pour la relever. Et c'est Scott Fitzgerald qui disait « On devrait comprendre que les choses sont parfois sans espoir et cependant être décidé à les changer. » Va savoir pourquoi. Voilà. Alors je suis fière, Gilles, hein, je suis fière que tu aies mis ça dans un journal. Je suis encore fière, bien que je ne sois plus là, je suis encore fière. Merci beaucoup, Jeanne. Je pense qu'on a bien entendu quelques mots d'ordre. Il va y en avoir. C'était moi qui devais demander ça. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Attention. Pardon. Oui, alors, y a-t-il des questions du public? Il y en a forcément, ou des réactions du reste. On peut aussi avoir un moment d'échange sans que ce soit forcément sous la forme de questions. Vous êtes assommé? Je vous ai assommé par la longueur. Non. Non, on est réveillé, oui. Voilà. Oui. Bien, il peut y avoir des réactions. On est évidemment, la tentation première, c'est d'essayer, puisqu'on a imprimé la légende comme dans Liberty Valence, on voudrait savoir quand même l'histoire. Quand on a vu le film, on la connaît. Alors ici, peut-être qu'on peut considérer que vous pourriez nous dire, ben non, moi je ne la connais pas, je vous la demande. Qu'est-ce que c'est que ce mon squat? mari.
Il y a eu donc un Pierrot. moment où cette école a été un squat, si on a tous bien suivi. Ouais, alors oui, dis-moi un peu, Pierrot. Ça, c'est la légende imprimée. Non, mais pourquoi Liberté Valence? C'est lui qui me l'a soufflé. Oui, la légende est vraie. Je pense qu'un jour de verglas, Charles de Brabander ait pris sa place Monseigneur et a forcé les locaux. Oui, j'y crois fermement. Oui, c'est ça que dit la légende. Ouais. Mais alors, ça veut dire que cette école a été un squat où il y avait de l'électricité, Oui, quand même. du chauffage pendant plusieurs années. À partir de 73. À partir de 73, c'est vrai. C'est tout de même un tout petit peu étonnant. Après, là, encore une fois, Oui, oui, c'est D'accord. magique. Voilà, c'est le côté c'est magique. une légende magique. Voilà, c'est Non, mais- magique. Il y a toujours quelque chose de magique. Un brin d'insolence, de manque de résignation, ne pas se résigner, de l'insolence. Et puis oui, mettre un peu de magique dans la vie d'un proviseur, d'un élève, des professeurs, où l'école est le lieu même de toutes les violences. Oui, oui. En tout cas, il y a un esprit de subversion, ça on a bien entendu aussi dans votre propos, de subversion raisonnée. Voilà, Raisonnée. raisonnée et pas à n'importe quel propos non plus. Mais je pense Non, que là, on a non. entendu que c'était Non, vraiment... moi je peux dire que quand un même, combat. par exemple, un professeur me rappelait qu'il y a eu un incident dans la vie sociétale, dans la société, où quelqu'un avait été battu par, je pense, les forces de l'ordre déjà, et on a fait venir tous les élèves dans la cour de l'ancien bâtiment pour en parler. Bon, quand il y a eu les grèves, le chef des travaux m'avait dit « Oh, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de grève. » Ouais, j'arrive, il y a des grèves. Parce qu'on a fait, pareil, on a expliqué à tous les élèves. On pouvait aussi faire descendre dans les SAT les élèves dans l'entrée pour expliquer, par exemple, le jour où, avec des problèmes de drogue, il y avait eu un accident majeur, eh bien, on a convoqué les élèves. En fait, quand on sonnait beaucoup, les élèves savaient qu'ils pouvaient descendre parce qu'il y avait une information à donner, parce que la rumeur va très très vite. Donc, dire à tous les élèves, voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est. Il y a une grève, bon, vous pouvez y aller, mais voilà comment ça se passe. Vous, ceux qui ont plus de 18 ans, les étudiants, bon, les autres, les parents donnent un mot de permission, mais je suis derrière vous, parce que la grève est... Bon, oui, j'osais parce que j'avais rien à perdre. C'était, d'abord, j'avais la retraite au bout, hein, mais surtout, j'étais pas là pour faire carrière, j'étais là pour pouvoir donner de la liberté aux autres. Soyez libres, soyez libres. Et toujours, quand même, les élèves étaient très sérieux, étaient très respectueux. Moi, je n'ai jamais demandé à un élève de se lever dans une classe quand j'arrivais dans une classe. Je n'ai jamais demandé aux élèves de se mettre en rang. Bon, c'était ma façon de faire. Il faut dire que ma mère était élève de Freinet, l'école de Freinet, qui a déjà donné beaucoup de liberté aux élèves. J'avais été à bonne école. D'accord. Il faut m'arrêter, hein, parce que... Non, on vous a fait venir pour vous écouter, Jeanne. Mais oui, on a entendu aussi que vous étiez peut-être un peu chagrine de ne pas nous voir plus souvent dans le journal, si j'ai bien compris, les SAT. Je pense qu'il faut aussi, bon, voilà, Madame Vandenberg est dans les murs depuis peu de temps. Je pense qu'on peut être très confiant sur le fait que ça va se reproduire et que des dynamiques sont en place. Voilà, ne soyez pas non plus trop inquiète. Je ne suis pas chagrinée, oui, c'est ça. Je me dis, on en parle moins. Encore faut-il des événements qui ont un objectif et qui ont du sens. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Hein. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Et ce que vous faites en ce moment, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est, je pense, quelque chose d'intéressant avec ce qui va suivre. Donc, c'est fort important ce qui se passe maintenant et j'espère qu'il y a un journaliste qui prendra le déroulé de tout ça. Ils sont toujours bien, les journalistes de la Voix du Nord. Ils répondent. Ils répondent à nos invitations. Merci, madame. Alors, pour monsieur Edgar Bic, proviseur adjoint et moi-même, déjà, c'était intéressant de pouvoir vous rencontrer, ainsi que vous, madame. Enfin, donc, moi, je suis arrivée effectivement l'an passé dans cet établissement, mais voilà, je peux vous dire que tout ce travail que vous avez effectué, ces convictions qui vous habitent, eh bien, je ne suis pas loin d'avoir les mêmes. Je pense que les collègues enseignants derrière moi pourront dire ça. Et je pense qu'on reste des individus libres, effectivement, des étudiants libres. On garde cette insolence aussi.
qu'il faut avoir, bien entendu. Pas de résignation, non, jamais. Ça, c'est clair. Et puis, effectivement, après peut-être quelques années de pause, on porte cette ambition, ouais, une vraie ambition sur notre école. Et voilà, on s'y emploie. Effectivement, vous le disiez à juste titre, Madame aussi, il faut travailler dans un territoire. On a la chance aussi que désormais, il y ait une reprise autour de l'activité textile avec des relocalisations. Enfin voilà. Donc on doit être une école ambitieuse, une école voilà portant des valeurs, celles que vous avez citées, et une école audacieuse, voilà aussi. Et c'est ce qu'on s'emploie à être. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je véhicule depuis que je suis arrivée dans cet établissement. Et effectivement, je vous rejoins. On va dire un capitaine d'un navire tel que celui-ci n'a rien sans son équipage, on va dire. Voilà. Et c'est un travail, c'est le fruit d'un collectif enseignant, tous les personnels d'entretien, voilà, les étudiants, les élèves. Et véritablement, je peux vous comprendre quand vous dites que vous êtes orpheline de cette école, quand on y est avec la conviction que vous avez portée, tout ça. Et j'ai la chance, comme vous, de ne pas être arrivée là par hasard. Voilà. Donc ça amène une dimension différente. Et puis, voilà, on peut porter des convictions et puis on s'enrichit aussi énormément les uns des autres. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, voilà, voilà, j'étais très attentive à toute votre ambition. Alors, on a, voilà, déjà, on va dire quelque part, c'est ce que souvent j'ai dit, les années, l'an passé, on est un peu à la croisée des chemins, riche de ces 30 ans, on va dire quelque part, de toute cette histoire, de tous ces volontés individuelles et collectives pour se projeter vers les 30 ans à venir. Voilà. Et il faut être résolument optimiste, audacieux, voilà, comment dirais-je, en désobéissance si nécessaire. Voilà, je ne crains pas je vais pas craindre de l'être, ni les collègues. Voilà, on est effectivement dans une approche, voilà, qui peut être différente, je veux dire, de par la temporalité, tout ça, mais finalement, on n'est pas aussi éloigné de ça. Et soyez assurés, en tous les cas, que notre volonté, elle est vraiment de poursuivre tout ce travail que vous avez engagé avec les équipes à l'époque, avec tant de conviction. Voilà, soyez-en persuadés. Merci. Je voudrais juste ajouter un petit mot parce que, enfin, deux choses. Je voudrais que d'abord on cite Agnès Courtecuisse qui a été très engagée dans les actions culturelles dont a parlé Madame Lacascade, et que Agnès était ma collègue très proche dans l'aide aux élèves de BTS de création textile, et que sa présence a été très importante sur le plan créatif, innovant, participant, etc. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce que Madame Lacascade a cité une petite entreprise, les trois tricoteurs qui s'ouvrent à Roubaix, c'est vrai que Roubaix a une grande démarche sur le plan rénovation, création individuelle, ce sont des petites choses. Mais je pense, des petites choses intéressantes auxquelles c'est bien de pouvoir s'intéresser. Je ne sais pas si dans ce cadre-là, les sections ont un rôle à jouer, mais peut-être tout au moins, au moins dans l'information. Mais il y a peut-être des mouvements culturels à Roubaix qui sont importants, comme par exemple la Nuit des Arts qui vient de se passer avec les 3, 4, 5 soirées. Et je trouve un peu dommage que les SAT ne soient pas un lieu où intégré dans ce parcours culturel. Oui. Ah, oui. Bon.
de produits étaient bien présents ce jour-là. D'autres intervenants avec lesquels donc, on est en étroite collaboration depuis des années. Et c'était d'ailleurs tout à fait remarquable ce qui était présenté par nos étudiants. Donc, bonne nouvelle, nous y sommes. Non, vraiment. Toujours très discrètement, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans du hors norme, mais on y est. Bon, moi, je voulais dire que je suis très heureux d'être venu ici parce que j'ai appris des tas de choses sur la vie de l'ancêtre, de l'ESAT, que je ne connaissais pas à l'époque. Mais je voudrais juste vous amener mon ressenti d'ancien élève. Parce que ce n'est pas inintéressant pour vous, la direction et pour les professeurs, de connaître le point de vue d'un ancien élève. Moi, de l'ANSET ou de l'ESAT? J'ai eu la chance d'être à l'ANSET en section teinture et j'ai eu la chance également d'avoir mon frère jumeau qui était dans la section de Madame Janon. Parce qu'à l'époque, je disais Madame Janon. Bon. Et quand nous étions dans les anciens bâtiments, et je venais régulièrement dire bonjour à mon frère et jamais j'ai eu la moindre réflexion du style « Retournez dans votre section, vous n'êtes pas chez vous ici ». Bien au contraire, c'était une façon pour nous, élèves, de découvrir un autre monde. Comme j'étais très heureux en tant qu'élève d'avoir des cours de philosophie, et je ne dirai jamais assez fort à quel point je trouve ça obligatoire qu'on donne des cours de philosophie, même à des enfants à partir de 7 ans, parce que pour moi, tout est philosophie. En quatrième, on redemande qu'il y a à partir de quatrième des cours de philo. Tout est philosophie. Et ce monsieur s'appelle Le Sage. C'est juste pour appuyer votre propos que je le dis. Donc, quand j'étais étudiant à l'ANSET, on avait la possibilité, on voyait des anciens élèves arriver en disant « Bon, écoutez les gars, il me faudrait 2 personnes pour travailler sur l'échantillonnage de ci, de ça, qui c'est qui veut venir ?» Et l'école était ouverte le samedi. Et le personnel était là. Et il n'y a que maintenant, il n'y a qu'après que j'ai compris à quel point la direction de l'école et les professeurs de l'école avaient un esprit d'ouverture, mais inimaginable. Parce que nous, on n'était plus étudiants. On participait à notre construction intérieure. Voilà. Et donc, dès que j'ai fini mes études, la première chose qu'on a voulu faire, c'est reprendre contact avec Aurore. Et on a fait, mais tous les 2 ans, on faisait quelque chose. Et on a eu les élèves, il y en a encore ici, qui sont là aujourd'hui, mais on faisait des tapis. Vous aviez Vanessa Paradis qui était dessus, elle se faisait photographier, elle repartait avec. On faisait des concours. Dans le jury, vous aviez Chantal Thomas, vous aviez Jean-Paul Gaultier, etc. Mais c'était vraiment une ambiance de fête. Et là aussi, un jour, j'ai eu un rêve, c'était de voir un défilé à base de tapis. C'était mon rêve. Je me suis réveillé un matin, j'ai dit à mon épouse, je veux voir ça, je veux voir ça. Et M. Torion a dit, je vais le faire. Et avec 20 élèves, il l'a fait. Et ils ont fait ça dans l'église désacralisée juste à côté. Ouais. C'était un moment fabuleux. Quoi. Ah, oui. Et le Moving, le salon de création du Moving à Paris, a accepté qu'il fasse un défilé dans les allées du Moving. Ça aussi, une grandeur, une ouverture d'esprit fabuleuse de la part de la direction. Alors faites très attention, si vous voulez que ça perdure, il faut que vous fassiez aussi attention à vos petits élèves, pour les laisser effectivement bien s'exprimer, parce qu'après, ils vous le rendent. Oui, c'est sûr. Et 30 ans après, je suis là. Ça, c'est sûr. Ils vous le rendent. Ça, c'est formidable. Vous nous le rendez. Et vous avez d'ailleurs fait le tapis de Majoub Ben Bella. J'en ai un chez moi. Et c'est vous qui avez fait ce tapis, votre entreprise. Oui. Et l'un des participants au défilé de tapis, David Carandier, est maintenant président de la Cave aux Poètes à Roubaix. Et il était le fils du directeur adjoint de l'ESAT, David Carandier. Et la mise en scène la création du défilé de tapis était donc le fait, pour le citer, pour le nommer, de Pascal Torion, professeur de philosophie dont je suis le successeur. Voilà. Mais Pascal a été la cheville ouvrière de Révolutionnaire, donc
On enverra. De toute façon, intégré depuis une longue date dans le projet de l'exposition d'événements. L'ouverture. Derrière. L'ouverture n'a pas toujours été si facile de tous les bâtiments de l'établissement parce que nous avions demandé l'église Notre-Dame pour faire révolutionnaire Donfol. Ça nous a été refusé. Pourtant, il n'était plus occulte, hein, il n'était plus réservé au culte. Mais peut-être avait-il raison. On n'a pas eu l'école Notre-Dame pour révolutionnaire Donfol. Je ne l'oublierai jamais. En tout cas, on verra ces tapis, oui, dans l'exposition, hein, au mois de janvier à l'école. Et on va bientôt, on va donner la parole, on va écouter à Gilles Neveu, évidemment, pour nous parler du bâtiment. Mais avant, je voudrais, moi aussi, parce que vous l'avez évoqué et j'y comptais bien, dire un mot de Agnès de Oui, et moi aussi. Parce qu'évidemment, notre rêve aurait été de vous avoir réunis toutes les trois ici. C'était l'inauguration, hein. Elle m'a dit avec 2 autres professeurs, voilà, Agnès, et dans Révolutionnaire Donfol, des bannières extraordinaires. Elle n'a pas tenu à venir, non, elle me l'a dit, oui. À revenir, mais elle est avec nous par la pensée, et elle sera présente, elle aussi, c'est pour ça que j'en profite pour en parler, elle sera présente, elle aussi, dans l'exposition qui est en train de se monter d'arrache-pied, oui, et qui sera ouverte tout le mois de janvier à l'école. Donc elle sera là par des œuvres, et puis elle est avec nous aujourd'hui par la pensée absolument, aussi. Voilà. Absolument. Donc je tenais à saluer moi aussi. Fabuleux, un fabuleux professeur, oui. Moi je voulais juste dire que sur le passé, le présent et le futur, j'ai été une ancienne élève de l'ESAT avec un grand bonheur. Je suis aujourd'hui enseignante et j'en vois régulièrement des élèves à l'ESAT où on fait les dossiers et que les élèves qui sont aujourd'hui à l'ESAT et qui viennent me revoir, donc profs de collège, restent totalement ravis et contents de ce que l'école est devenue et que pour eux, comme pour moi ça l'a été à l'époque, c'est vraiment quelque chose d'important et qui construit la personnalité dans la nouveauté. Donc je veux vous rassurer, Madame la Cascade, sur... Et sur Madame ça, Vandenberg et voilà. toute l'équipe. Merci beaucoup de le dire. Merci beaucoup. Un mot d'étudiant ou d'étudiante peut-être Oui, pour couronner là, tout ça. On est à chaud, hein, du coup. Vous ressentez les choses comment à travers ce qui a pu être partagé ou à travers votre propre expérience, tout simplement, non? Oui, par rapport à ce que vous venez de nous dire ou même ce qu'on vit nous tous les jours, je trouve que moi j'étais déjà dans un lycée art appliqué et c'est vrai que au niveau de l'ambiance, tout ça, par rapport à cette école, c'est vraiment c'est simple. On va à l'école comme on va dans notre. Enfin, moi je sais que je viens à l'école pour travailler autant que je travaille dans ma chambre. Qu'on ait cours, qu'on n'ait pas cours, on sait qu'on peut venir et que voilà. Et nos profs sont toujours là pour nous aider dans nos projets et pour créer de nouveaux projets, notamment comme l'exposition qui va se dérouler là, qu'on organise avec notre classe. Bah oui, mais ça va pas durer, hein. Oui, c'est ça. À Sévigné, c'est probable que ça revienne à l'ESAT. Non, mais vous savez, je pense qu'on doit avoir la même façon de fonctionner, le même schéma intellectuel. C'est exactement ce que je me suis dit quand je suis arrivée dans l'établissement. Je me suis dit, mais pourquoi c'est là-bas? Et donc, voilà. Je pense que... Je pense que c'est une question de temps, patience, mais ça devrait revenir. Comment? Ça devrait revenir. Ça enrichirait. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Concurrence à comment dans cette ville? Comment ça s'appelle les personnes qui font de la mode, une école non pas pro mode, comment elle s'appelle? S-mode. Alors moi j'ai toujours eu l'ambition que cette section revienne et qu'on ne parle pas seulement d'S-mode. Hein. Ouais, ça va avancer. Je m'étais donné 3 ans pour tout vous dire. Dans mon schéma. Hein? Attends, 1 an et demi. Wow. Comme ils y vont là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jeanne et Aurore. Sous nos applaudissements.